Bonjour, vous écoutez Luna, le podcast des itinéraires bis de la maternité. Luna, c'est des histoires de femmes cabossées qui ont su se réinventer. Avec Luna, nous voulons libérer la parole pour rassembler et mieux accompagner. Je m'appelle Anna. Je m'appelle Fanny. On voulait vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode de Luna. Aujourd'hui, on vous présente le deuxième épisode. L'histoire d'Amici qui a commencé il y a maintenant 5 ans. Un itinéraire bis, celui de l'infertilité inexpliquée. Bonne écoute. Bon, écoutez. La situation est catastrophique. Vous avez les ovaires d'une femme de 40 ans. Il faut absolument qu'on fasse une FIV le mois prochain. Donc moi, je suis absolument tombée des nues parce que je m'y attendais pas du tout et surtout que le coup près était vraiment hyper violent, quoi. C'est-à-dire que à aucun moment, quand il m'a dit ça, je me suis dit tout de suite, ok, la situation est catastrophique, genre je n'aurai pas d'enfant. Donc je suis ressortie de ce truc-là, je me suis assise sur un banc, je me suis mise à pleurer parce que je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Moi, j'étais absolument pas prête à faire une FIV. Déjà, je m'étais même jamais posé la question de faire une FIV, je savais pas ce que c'était. Et j'étais pas prête à faire ça. Et je regrette beaucoup d'avoir été chez ce mec-là parce que il a fallu pas mal de temps derrière pour que j'arrive à digérer l'information. Et surtout que je me reconstruise et que j'arrive à me dire que c'était pas, en fait, que la situation n'était pas catastrophique. Alors, ça a commencé il y a 4 ans et demi à peu près. On a décidé avec Étienne, donc mon mari, d'avoir des enfants. Et puis au bout d'à peu près 8 mois, on s'est dit que c'était quand même un peu bizarre qu'il se passe rien. Je me dis, c'est normal, ça prend un peu de temps, j'ai plus 25 ans, mais à aucun moment je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc on a commencé à aller voir un premier médecin qui nous a fait faire des tests. Donc quelques prises de sang, une échographie, et puis qui nous a rien dit de particulier. On n'a pas eu hyper confiance en lui, on a trouvé qu'il prenait les choses un peu à la légère. Donc on s'est dit, on va aller voir un deuxième médecin. Donc on a été voir un deuxième médecin qui nous a rien dit non plus. On a été voir, moi j'ai été voir pas mal de médecine, j'ai fait pas mal de médecine douce. Et à chaque fois, donc des gens spécialisés dans ce sujet, et à chaque fois, personne ne m'a rien dit. Moi, j'ai pas mal de copines qui m'ont vendu des médecins miracles. Donc ça, c'est toujours, vas-y ma poule, va voir ce médecin, il fait des miracles. Toutes mes copines qui ont été le voir sont tombées enceintes. Donc au début, tu y crois, donc tu vas voir. Évidemment, le miracle n'existe pas, donc tu ne tombes pas enceinte. Je crois que j'ai tout essayé. Je crois que j'ai essayé vraiment tous les médecins possibles et imaginables. On a essayé donc l'énergéticien, on a essayé des psys, on a essayé l'acupuncture, on a essayé les massages, on a essayé le shiatsu, on a essayé les ostéos, on a essayé la constellation familiale. Enfin, franchement, je crois qu'on a vraiment tout fait. Et voilà, sans beaucoup de résultats. Après, moi, je suis assez terre à terre et j'ai du mal à croire tous ces trucs d'énergie, etc. Je me dis qu'évidemment, il y a quelque chose qui existe et que ça peut pas faire de mal, mais j'ai vraiment du mal à croire que ça va changer la face du monde, la face de mon corps et toutes nos problématiques. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a vraiment marché. Je suis de nature à vouloir, quand je veux quelque chose, je m'y mets à fond. Et c'est vrai qu'on s'est lancé pas mal à corps perdu dans la PMA. On appelle ça un parcours du combattant, et c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment un parcours qui est long, qui est difficile, psychologiquement comme physiquement. Et c'est vrai que moi je me disais, je vais avoir 33 ans, j'ai envie d'avoir 12 enfants derrière, faut qu'on accélère. Le parcours d'un couple qui vient consulter pour une infertilité.
Il peut être assez long. Alors, il est assez standardisé. Ça consiste, premièrement, franchir le pas du cabinet de la gynécologue pour faire état de son hypofertilité. Donc, on fait donc un premier bilan classique qui consistait à évaluer la réserve ovarienne d'Amicie par une prise de sang et une échographie des ovaires réalisée en tout début de cycle et l'analyse donc de sperme de son mari qui est donc effectuée par recueil. Au vu des résultats de ces premiers examens, on n'a pas retrouvé d'anomalie expliquant leur infertilité, ce qui est un cas de plus en plus fréquent puisqu'on est quasiment à 25% d'infertilité inexpliquée. Des fois, avec pas grand-chose, on arrive à obtenir une grossesse, mais des fois, c'est plus délicat parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut corriger, justement. Elle nous a dit, ok, la situation, elle est telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'effectivement, la réserve ovarienne, elle est assez faible. Maintenant, ça veut absolument rien dire. Et donc, voilà, il y a tout un parcours à faire. Et moi, je suis assez confiante sur le fait qu'on va y arriver. C'est pas parce que ça va pas que c'est catastrophique. Et c'est pas parce que ça va pas que vous allez jamais y arriver. Quand je leur ai proposé au départ des inséminations intra-utérines, ils ont été d'accord tout de suite. Et on a fait 3 cycles très rapidement. Donc, nous avons commencé par une méthode toute simple qui consiste donc à stimuler Amicie pour bien développer son ovulation et bien la visualiser dans le temps. Et le jour de son ovulation, on va donc déposer du sperme de son mari qui a été préparé préalablement au laboratoire dans son utérus et on attend 15 jours après le résultat de la prise de sang. D'abord, tu commences par faire 1 million de tests où on teste ton hématologie, on teste tes hormones, on teste... je peux même pas me souvenir de combien de prises de sang j'ai fait, mais je pense que j'ai dû laisser des litres et des litres et des litres. En gros, pour être un peu cru, t'écartes les jambes devant la terre entière. Donc tu vas chez un premier médecin qui est spécialiste de l'échographie pelvienne. Ensuite, tu vas chez un deuxième médecin qui va te faire un IRM. Ensuite, tu vas chez un troisième médecin qui va te faire ce fameux test là, je sais même plus comment il s'appelle, où on t'injecte du liquide dans les trompes. Donc c'est hyper désagréable, ça fait mal. Donc déjà dans ton corps, ça fait mal. Ensuite, il y a un côté assez déshumanisé parce que tu passes d'un médecin à l'autre, tu ne les connais pas, eux ne connaissent pas ton parcours. T'écartes les jambes devant eux, on te trifouille les entrailles. Donc voilà, il y a un côté qui est un peu déshumanisé et du coup, t'as une sorte de déconnexion qui s'installe un peu entre ta tête et ton corps. Quand on a vu qu'il n'y a pas eu d'obtention de grossesse avec une insémination, on avait donc décidé de passer à l'étape supérieure qui est la fécondation in vitro, qui là, effectivement, consiste à directement favoriser la rencontre du spermatozoïde dans l'ovocyte. Donc là, c'est une technique qui est un peu plus intrusive pour les patientes, en l'occurrence, avec des stimulations qui sont plus importantes en termes de dose. Et donc, le passage en fécondation in vitro s'est passé très facilement et très naturellement. Selon le traitement que tu vas suivre, tu as entre 1 et 3 piqûres à te faire par soir. Ça, c'est quand même très pénible aussi. C'est-à-dire que ça fait mal. Au début, tu es hyper stressé parce que tu sais pas si tu le fais bien. Tu sais pas si tu as mis la bonne dose. Si ça se trouve, je l'ai pas fait dans une veine ou je l'ai fait dans le gras, donc ça va pas se diffuser dans mes veines. Enfin voilà, tu te prends la tête sur des trucs. Bon, ça, au fur et à mesure, après, tu te détends beaucoup sur le sujet parce que voilà, c'est normal, tu finis par avoir l'habitude. Mais donc, tu as une piqûre sur le gras du ventre, ensuite, tu as une piqûre dans les jambes, enfin bref. Ensuite, vient le moment où tu vas voir ton médecin. Donc là, l'idée, c'est qu'elle suive très précisément la manière dont grossissent tes ovocytes et ton endomètre, et de voir si tes hormones suivent bien la route. Moi, j'ai essayé de soutenir Amicie dans ces parties-là, en accompagnant à tous les rendez-vous de médecins et en suivant très précisément les prescriptions qu'elle devait faire ou les piqûres qu'elle devait faire. Puis en accompagnant aussi plus psychologiquement, en essayant d'être celui qui tient le cap, quoi. Celui qui reste optimiste, celui qui essaie de garder de l'espoir en espérant, c'est un peu naïf, mais en espérant que ça fera changer les choses.
Je m'en souviens très bien, c'était un soir, il était 19h et on avait un dîner chez nous juste après. Et en gros, la médecin me dit, mais attendez, Amici, c'est hyper bizarre, vous avez la LH qui est à 0, c'est pas normal, donc c'est l'hormone de finition, c'est pas normal que ça soit à 0, on va vous rajouter une piqûre. Et là, il est 19h, et donc je commence à paniquer en me disant, ok, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ça va servir à rien. Donc là, on va arriver à la FIV, ça va être un peu bancal, on saura pas vraiment si les ovocytes étaient bien finis. Et je sors de chez le médecin, et là, je me dis, ok, il faut que je trouve le médicament. Je rentre à la maison, il y avait des copains qui arrivaient genre 1 heure après. Rien n'était prêt. J'appelle Étienne et je lui dis, ok, il faut que tu viennes m'aider là, il faut qu'on appelle les pharmacies de garde pour savoir où est-ce qu'on peut trouver ce médicament. On appelle, je crois, 20 pharmacies de garde et même des pharmacies de garde en banlieue parisienne pour savoir s'ils avaient le médicament. Personne n'avait le médicament. Et finalement, on en trouve une qui a une partie du médicament, donc pas la bonne dose. Donc les copains arrivent à la maison, on dîne. Moi j'étais hyper stressée, franchement j'étais hyper stressée. Et après le dîner, donc on les fout un peu dehors à minuit et on part en voiture chercher le médicament. Donc là t'arrives à la pharmacie de garde, évidemment il y a une queue de dingue, il y a personne pour te servir, bref t'attends 1 heure, tu sais pas s'ils vont vraiment avoir le médicament. La nana, je lui demande le médicament et elle me dit « Alors non, en fait je suis désolée, on l'a pas ». Donc là, franchement, j'étais dans tous mes états. Mais c'est pas possible, on vous a appelé tout à l'heure, vous avez regardé sur les stocks, vous en avez un et tout. Je lui dis, est-ce que vous pouvez les re-regarder ? Donc elle va re-regarder pour la 3e fois. Ah si, ça y est, je l'ai. Par contre, c'est pas la même dose. Ok, je prends quand même. Et tant pis, quoi. Et voilà. Et demain, je commanderai le reste des médicaments, mais je prends quand même. Donc on est rentré, je sais pas, à 2h du mat chez nous, on était crevés. Moi, j'étais hyper stressée, j'avais envoyé un message à mon médecin en disant c'est pas la bonne dose, c'est la catastrophe, bref. La clinique dans laquelle j'exerce réalise la ponction d'ovocytes sous anesthésie générale. Donc c'est une chirurgie ambulatoire, elle ne dort pas à la clinique, elle arrive le matin, elle est juste à jeun. La sédation dure 10 minutes, elle respire toute seule. Moi, je récupère les ovocytes et l'après-midi, on met les ovocytes d'Amici en contact avec les spermatozoïdes de son mari. C'est sous anesthésie générale, systématiquement. Donc ça, c'est hyper lourd aussi pour le corps, l'anesthésie générale. Et en plus, moi, je suis assez hypocondriaque, donc le réveil de l'anesthésie générale, c'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire que je me fais des angoisses pour rien, parce que je suis pas bien, parce que j'ai mal au ventre, parce que je suis dans le coltard. Donc c'est assez désagréable. Et plus les filles ont avancé, et plus j'ai détesté ce post-opération. Alors au total, on a fait 4 FIV. Donc, la première, on a eu un seul embryon. Moi j'avais hyper confiance, je me suis dit attends c'est sûr la première ça va marcher. Eh ben non. Sur les 8 ovocytes qu'on m'a enlevés, il y en a un seul qui a tenu. Bref, donc on a réimplanté et ça n'a pas marché. La deuxième FIV qu'on a fait, on n'a même pas eu d'embryon. Grosse désosse. Et ensuite on a refait 2 autres FIV. On a eu 3 embryons. Donc on en a réimplanté un, ça n'a pas marché. On a congelé les 2 autres. On les a réimplantés 2 ou 3 mois après. Ça n'a pas marché. Et la dernière FIV, ça n'a pas marché non plus. Effectivement, à chaque fois, c'est quand même une chute qui est méga dure. Ça te fout dedans, quoi. Le jour où tu vois que t'as tes règles, t'es parti pour pleurer toute la journée aux toilettes au bureau, quoi. Le sperme est normal, une ovulation normale, une réponse normale à une stimulation, une fécondation au laboratoire qui est normale, voilà. Et on est allé encore plus loin parce que on a fait des tests de l'endomètre, on a fait un bilan très exhaustif et dans tout ce bilan, on n'a jamais rien retrouvé d'anormal. Donc, l'infertilité inexpliquée, c'est finalement presque un diagnostic de fin de parcours. C'est-à-dire qu'on a tout fait et on n'a jamais eu la réponse. Ça marche toujours bien quand on est très transparent avec les patients, c'est-à-dire qu'il faut leur dire
que la médecine de la reproduction est une spécialité très jeune, hein, ça fait 40 ans qu'on commence à faire de la FIV, qu'il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'argent qui sont mis là-dedans, mais on n'a pas toutes les réponses. Voilà. Moi, j'ai énormément cherché à comprendre pourquoi ça marchait pas. Donc je me suis beaucoup renseignée, j'ai été voir ma médecin 40 000 fois, je lui ai posé 10 000 questions. Ça tourne en rond, en boucle dans ta tête, et en fait ça devient un peu un cercle vicieux. De te poser en permanence ces questions-là, d'essayer de trouver une réponse à quelque chose auquel tu peux pas trouver une réponse en fait. C'était obsessionnel, je pensais à ça matin, midi et soir. Je me réveillais le matin, je pleurais dans le métro, je repartais le soir, je pleurais dans le métro. De temps en temps, j'allais pleurer aux toilettes au bureau. Je ne pensais qu'à ça. Si j'ai bossé aussi autant cette année-là, c'est parce que voilà, c'est facile de se noyer dans le travail pour éviter d'y penser. Mais sauf qu'en fait, ce truc, il te rattrape en permanence. En fait, tu finis par... t'es auto-centré quoi, autour d'un truc qui n'est quand même pas passionnant et qui est surtout hyper lourd à porter. Votre vie est réglée par ça. Donc, c'est des gens qui ne partent plus en voyage, qui ne partent plus en week-end, qui qui ne font leur calendrier que en fonction des tentatives. Et donc, le lâcher-prise, pour moi, je leur explique que à un moment donné, il faut casser, il faut faire une pause de 2-3 mois, il faut partir en vacances. Si on a envie de partir en week-end, on part en week-end. C'est plus dans ce lâcher-prise-là, bien sûr, que je les oriente. Bien évidemment, le lâcher-prise psychologique est beaucoup plus difficile et il n'est pas de mon ressort. Voilà, donc il faut faire très attention, il faut savoir où sont ses limites et quand on voit qu'on n'arrive plus bien à accompagner le couple, qu'on n'a plus la phrase qu'il faut, je préfère les adresser à un psychologue pour qu'ils reprennent un travail. Et du coup, je rentrais le soir, j'étais pas de bonne humeur et je voyais Étienne qui était hyper, qui essayait, qui était positif, qui disait mais on va y arriver, t'inquiète pas. Et du coup, je me disais mais en fait il se rend pas compte, il comprend pas. Il se rend pas compte, il comprend pas, et ça m'a presque énervée à un moment d'avoir ce positivisme devant moi. Et je disais, arrête d'être positif, c'est pénible quoi, parce qu'en fait, non, on n'y arrive pas, sois réaliste, en fait, reviens sur Terre. Je voulais être la personne qui était positive pour soutenir Amici, et en fait, c'était contre-productif. Parce que c'est comme si je n'acceptais pas moi-même la difficulté qu'on traversait, et je donnais pas l'occasion à Amici de vivre vraiment cette difficulté. En étant optimiste, je lui mettais encore plus de pression. Je lui disais, mais on va y arriver, tu vas y arriver, on va tomber enceinte, enfin tu vas tomber enceinte. Ça ne lui laissait pas la capacité d'être triste, donc elle était tout le temps en mode combat, on va y arriver. Et ça, je m'en rendais pas compte. Donc cet optimisme, il est assez destructeur finalement. Celles qui sont fortes dans l'histoire, ce qui est sûr, c'est que c'est d'abord les femmes, hein, parce que faut juste que nous on soit les meilleurs accompagnants possibles. En fait, c'est assez drôle parce que on avait un idéal, on voulait avoir 3 enfants. On s'imaginait, jamais on se serait imaginé ne pas avoir de famille, jamais on se serait imaginé ne pas avoir 3 enfants. Donc on avait un peu la route toute tracée devant toi. C'est quand on t'annonce qu'en fait non, tu pourras pas avoir d'enfants. Ça remet en question toute ta vie. Ça a été un peu un cataclysme parce que tous mes repères s'effondraient. Tout d'un coup, ton chemin vers le bonheur que tu as imaginé, le sens de ta vie qui tout d'un coup ne fait plus sens. Le chemin vers le bonheur n'est plus atteignable. J'ai jamais été très forte pour parler de choses très personnelles. Je savais pas comment en parler d'ailleurs. Et puis en fait, on était tellement perdus qu'on savait même pas trop quoi dire. C'est difficile en fait parce qu'après les gens vont te poser des questions et t'as pas de réponse à leur amener. Donc on essayait déjà nous-mêmes de comprendre ce qui nous arrivait. Et puis après on a toujours été des battants avec Étienne. Enfin tu vois moi par exemple, je pleure jamais. Et là c'était les premières fois de ma vie que je me mettais à pleurer. Et c'était en fait ça débordait quoi. J'arrivais plus à garder. Et donc là je me suis dit attends mais ça m'est jamais arrivé de ma vie quoi. Qu'est-ce qu'il faut du coup il va falloir que ça sorte.
Et d'ailleurs, je me souviens très bien de la première fois où j'en ai parlé à ma mère, c'était genre 2 jours avant Noël. Et j'étais en train d'acheter la dinde de Noël. On faisait Noël à la maison, chez nous. Et donc j'étais en train d'acheter la dinde de Noël. Et maman m'appelle. Et elle me dit, mais ça va ? Et là, blanc, je me mets à pleurer. Et elle me dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, elle est tombée des nues parce qu'on n'en avait jamais parlé. Je sais même pas si se posait la question ou pas. Et en fait, là, ce truc qui est monté, ça a débordé. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à en parler. Alors, on n'a pas tout raconté au début, et puis j'avais pas non plus envie que ce soit le sujet de conversation principal à chaque fois qu'on se voyait, parce que justement, c'était encore compliqué pour moi d'en parler sans me mettre à pleurer. Moi, je déteste pleurer devant les gens. Et du coup, voilà, j'ai une forme de pudeur où, pour moi, c'est hyper désagréable. Enfin, c'est une agression de pleurer devant les gens. Et donc j'en ai pas. Voilà, j'ai dit à maman, voilà ce qui se passe. Et après, j'ai dit, ok. On clôture le sujet, j'ai pas envie d'en reparler. Autour de toi, tout le monde te dit mais il faut que tu arrives à ne pas y penser. Et toi, t'as envie de hurler. Mais comment je fais ? Enfin, donne-moi une solution, tu vois, parce qu'en fait, je n'y arrive pas. Étienne, j'ai perdu ma joie de vivre. J'ai perdu, tu vois, j'ai plus envie de rien faire. Pendant 2 ans, je pense que j'étais hyper terne. Enfin, moi, je me voyais hyper terne. Et en fait, ça m'a vachement travaillé, ça m'a vachement fait mal. J'ai pu, genre, par exemple, truc débile, avant, j'adorais refaire mon appartement tous les 30 minutes. Donc, tout changer, tout réorganiser. Et là, pendant 2 ans, j'étais là, j'avais plus envie de rien faire. Franchement, mais plus envie de rien faire. Pas de motivation pour sortir le week-end, pas de motivation pour voir des copains, pas de motivation pour refaire cet appart, pas de motivation pour avancer dans... Voilà. Je broyais du noir en permanence. Pour se sortir de la situation dans laquelle on est, c'est d'accepter la situation. Et donc de l'accepter publiquement. Et puis d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont de bons conseils, même si parfois ils en donnent un peu trop. Mais sans savoir, sans connaître, ce qui est aussi très 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 frustrant, très pénible. Vous êtes fort, vous allez y arriver. Ça, c'est une phrase qu'on peut plus voir en peinture aujourd'hui. On avait envie de leur dire, et on leur a dit finalement, non, en fait, déjà vous en savez rien, donc arrêtez de nous dire ça, parce que ça nous met une pression supplémentaire, parce qu'on a l'impression que vous non plus vous l'acceptez pas, et parce que du coup ça nous renvoie nous une image de nous un peu comme des losers, c'est-à-dire que ah ouais putain, en fait on a osé dire que on n'allait pas y arriver, donc en fait non, il faut qu'on y retourne. Et ça, c'était super pénible. T'as juste envie d'être entendu, mais pas qu'on te dise « mais si, en fait, tu vas y arriver ». Parce qu'en fait, à ce moment-là, t'as l'impression qu'on ne comprend pas, que la personne en face ne comprend pas ce que tu vis. Chaque jour où tu vois une nana enceinte dans la rue, chaque jour où t'as une copine qui t'annonce qu'elle est enceinte, parce que ça arrive quand même toutes les semaines, à nos âges, tu te prends un mur dans la gueule. Et du coup, tu deviens assez fragile sur ce sujet-là. Et en fait, je me suis toujours dit, allez, ok, vas-y, tu vois tes copines enceintes, tu vois tes copines qui viennent d'accoucher, c'est bon, voilà, on va pas se laisser abattre. Et en fait, au bout de 2 ans et demi, il y a un moment donné où c'est devenu trop dur. Il y a un moment donné où, en fait, je supportais même plus de voir une femme enceinte. C'était vraiment une sorte de rejet. Et du coup, à ce moment-là, je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'arrête de voir mes copines, ma famille, quand elles sont enceintes ? Qu'est-ce que je fais ? Quand Amici est invitée chez moi et qu'elle voit ma sœur enceinte ou qu'elle voit ma belle-sœur enceinte, en fait, c'est des épées, des petits coups d'épée, des petits coups de poignard dans le cœur. Et au début, on comprend sans trop le comprendre, on l'accepte. Mais quand ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois qu'elle ne peut pas venir à la réunion de famille, à la fin, je me disais, bon, ben, c'est bon quand même, le temps passe, le bébé est arrivé, c'est quelque chose qui, on va pas ne pas voir ma famille pendant X temps, parce que, et en fait, ça, c'est des réflexions que j'aurais plus. C'est des réflexions que j'aurais plus, parce que même si je peux pas imaginer ce qui se passe dans le cœur d'Amici, ce qui me paraît absolument fondamental, c'est, même si c'est pas facile, c'est de faire confiance. Le seul moyen de limiter les frustrations d'un côté comme de l'autre, c'est de faire confiance aveuglément à ce qui est dit et l'accepter, même si c'est chiant.
même si on n'a pas envie que ça se passe comme ça, même si ça doit être jugé par les autres. Mais je pense qu'aussi, au bout d'un moment, tu fais un peu le deuil de ce gros ventre, et puis t'avances, quoi. Et puis t'acceptes aussi qu'elles ont eu ce que tu ne peux pas avoir. Elle m'avait proposé d'aller rencontrer des couples qui avaient les mêmes difficultés que nous. Au début, forcément, j'ai dit ah non, on va pas aller voir des gens qui sont dans la difficulté, on va plutôt aller voir des gens qui ont réussi, qui ont traversé les difficultés, comme si les solutions qu'ils avaient trouvées allaient forcément s'appliquer à nous. Et puis finalement, Amici a quand même insisté, donc on y est allé, et là c'était absolument bouleversant. Et c'était génial parce qu'on était 10 couples, donc 20 personnes, avec des situations hyper différentes. Donc t'avais des petits jeunes, tu vois, qui avaient 25 ans, ça faisait 1 an et demi qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ils se posaient la question de la PMA, ils savaient pas trop. Et puis t'avais des couples de 50 ans qui s'étaient rencontrés sur le tard, pour qui évidemment l'enfant biologique c'était pas possible, qui se posaient la question de l'adoption. Et donc on était tous en cercle. Et donc là t'as le premier couple qui doit commencer. Et donc c'est la femme qui se met à parler. Et puis elle parle, je crois, peut-être 10 secondes, et après elle fait... Donc elle commence à pleurer. Et donc là, tout le monde fait... Et tout le monde se met à pleurer. Et ça a duré de 9h à 13h. Et franchement, c'était vraiment des super beaux échanges, et puis c'était des histoires hyper, à la fois très proches et à la fois super différentes. C'était vraiment un super week-end. Entendre d'autres personnes, d'autres femmes témoigner ça, c'est extrêmement percutant, quoi. On se rend bien compte qu'il y a une détresse qui est là, quoi, qui est physique et qui est psychologique. Moi, ce qui m'a fait le plus de bien, c'est de sentir ce qu'Amici vivait. C'est plus des mots. C'est des réactions physiques, de témoignages de gens qui expliquent ce qu'ils vivent, et ça vous prend au trip, quoi. Et ça a été un choc pour moi aussi, parce que je me suis rendu compte que c'était une réalité, quoi. Ça y est, il y avait pas de... Voilà, on n'arrivait pas à avoir d'enfants, on n'en aurait peut-être pas. Ça y est, c'était notre réalité, quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On peut envisager d'autres choses, d'autres projets. Comment tu peux faire autrement si tu n'arrives pas à avoir d'enfants? Voilà, comment tu sors de cette situation? Comment tu peux être fécond autrement? Avec plein de pistes de réflexion qui sont très personnelles à chacun, hein. Ça peut être l'adoption, ça peut être le fait de s'occuper d'enfants, des familles d'accueil, ça peut être aussi juste le fait de s'occuper d'autrui. T'as des couples aussi qui peuvent se rendre compte qu'en fait, ils sont bien ensemble et ils peuvent au final s'imaginer une vie sans enfants, même si c'est difficile. Et en sortant de ce week-end avec Étienne, on s'est dit qu'en fait on avait énormément de chance de s'être trouvés et ça nous avait beaucoup renforcés. Je dis pas que ça a été facile, hein, parce qu'il y a des moments où c'est aussi posé des questions, de savoir si moi j'ai demandé à Étienne, je lui ai dit est-ce que tu as envie de rester avec moi, puisque si c'est moi le problème, je pourrais te comprendre aussi que tu as envie d'avoir une famille, de fonder une famille. Et on s'est dit attends, nous c'est nous, et c'est avec ou sans enfants, c'est nous d'abord. Moi, je considère que j'ai une chance inouïe, parce que on a un couple qui est pas forcément plus solide qu'un autre, mais qui a en tout cas la chance de beaucoup discuter de toutes les épreuves qu'on vit et de toutes les difficultés personnelles que ça peut impliquer. Étienne et moi, on a retrouvé un peu un truc qu'on avait perdu. Enfin, on a fait des trucs qu'on n'aurait jamais fait avant. Et du coup, il y a un côté qui est aussi hyper excitant dans cette nouvelle voie-là. Ça te permet de déconstruire qui tu es, ça te permet de déconstruire ton couple, ça te permet de déconstruire tous tes idéaux et de reconstruire un truc qui est vraiment à toi. Et qui est même probablement plus à toi que si ça ne t'était pas arrivé, où tu te serais jamais posé, en fait, la voie toute tracée, où tu t'es jamais posé la question. Et ça, c'est un truc aussi qui nous a vachement plu avec Étienne. Parce qu'on s'est dit, attends, t'imagines la chance qu'on a de pouvoir réinventer notre vie. C'est quand même génial. C'est quand même, ça t'ouvre des portes immenses, quoi. Du coup, je me suis teint les cheveux en rose depuis.
Et puis, il y a un truc qui est hyper important aussi, moi, où je pense que j'ai une chance énorme, c'est d'avoir un mari qui était hyper là, hyper supportif, et qui m'a aussi poussée à réfléchir, parce que moi, je voulais tout. Je voulais et la carrière, et les enfants. Or, bah voilà, les enfants, c'est plus compliqué que prévu, et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi notre priorité, en fait ? Parce que faut se rendre compte, c'est traverser tout Paris pour aller faire des examens, pour aller voir son gynécologue, courir pour rentrer au bureau, voilà, aller voir éventuellement un psychologue le soir à 18h alors qu'on est rentré à 15h. Enfin, c'est la course permanente. Et il était temps de choisir, de calmer un peu le jeu pour redonner des priorités claires à notre couple, pour s'apaiser un petit peu. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire de l'ébénisterie. Ça me trottait vachement dans la tête. Et j'ai passé les concours, en fait, les concours de l'école Boulle. Et quand ils m'ont appelé pour me dire que j'étais prise, c'était un signe. Je me suis dit, ok, j'ai ce premier truc-là. Et le lendemain, j'ai eu un autre deuxième signe. On m'a appelé pour me proposer un job. Et je me suis dit, ok, c'est le moment de poser ma dème. À partir de ce moment-là, j'ai déjà un énorme poids qui est tombé de mes épaules. Et je me suis dit, je vais au moins faire un projet génial qui me fait kiffer. Et ça m'a changé la vie. Je suis partie à Singapour, parce que ma boss était à Singapour, et à la fin de la semaine, je lui ai dit, voilà, il faut que je parte. Et je lui ai donné les raisons pour lesquelles je voulais partir. Je voulais monter ma boîte, je voulais être entrepreneur, je voulais faire un truc qui me passionne. Et la raison aussi pour laquelle je m'en vais, c'est parce que voilà, on n'arrive pas à avoir des enfants et que j'arrive plus à tout gérer. Et là, elle a une super réaction et elle me dit, mais attends, mais je te soutiens à fond, et vas-y quoi. Moi, j'ai pas eu forcément l'opportunité de faire ça, mais vas-y toi, je te soutiens à fond. Et donc on s'est lancé dans la piste de l'adoption. Et à partir de ce moment-là, c'est là où le nouveau parcours du combattant recommence. Donc voilà. Et ça, après, l'adoption, ça prend entre 4 et 5 ans, si jamais on nous confie un enfant. Donc là, c'est encore un autre timing, un autre rapport au temps, où il va falloir trouver des projets pour s'occuper d'ici là. Aujourd'hui, la notion du temps, pour moi, elle est devenue hyper différente parce que t'as pas de... En fait, tu te rends compte que ça sert à rien de courir après le temps. De toute façon, ça prendra le temps qu'il faudra. Et c'est pas parce que tu te stresses que ça va arriver. J'ai pu réfléchir un petit peu à ce que c'était que la parentalité, à l'accueil de l'enfant, à la réflexion autour des projections, à être attentif, à pas projeter trop de choses sur les enfants. Donc, et ça, c'est des choses qui me plaisent par rapport à l'éducation que je vais pouvoir avoir avec mes enfants, d'essayer de les accepter tels qu'ils sont. Ce que j'aurais pas forcément naturellement fait si j'avais eu des enfants naturellement. Et ça me plaît de l'envisager comme ça. Donc ça nous a encore une fois permis de faire tomber ce qu'on appelle les barrières limitantes et de dire ok, en fait nous, notre famille maintenant on l'envisage complètement différemment. Et ça c'est top. Ça, il y a un côté qui est hyper excitant parce que tu te dis en fait c'est presque plus vrai, c'est presque plus ma famille comme je la veux, que si on avait eu un enfant biologique et qu'on serait rentré un peu dans des rails sans vraiment réfléchir à ce que c'était. Moi, j'ai décidé qu'on l'éduquerait comme on a envie de le faire et que rien à foutre de ce que les autres peuvent dire sur la bienséance, la bonne éducation, le machin, les trucs. On est bien avec Amici, on a notre projet, on est serein et on est patient. Peut-être que déjà un enfant, ce sera génial. Et voilà, on aura un petit enfant adopté, et puis ça sera super, tu vois. En fait, c'est assez libérateur d'une certaine manière, c'est hyper cool. Voilà, je pensais vraiment pas, il y a 3 ans, être capable de te dire ça, mais en fait, si, le temps fait son effet, et au fur et à mesure, tu arrives à accepter des choses que tu n'aurais jamais pensé être acceptables un jour, quoi. Cet épisode a été réalisé par Anna Ndiaye et Fanny de Fonréau. Le design sonore et le mixage sont de Raphaël Auclair au studio Arigato. La musique est d'Arigato Masai. Vous avez entendu les voix des comédiens Vanessa Koutsef et Stanislas Perrin.
pouvez retrouver tous les détails de cet épisode sur nos comptes Facebook et Instagram, Luna Podcast. Si vous aimez Luna, n'hésitez pas à partager, noter et commenter notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci et à très bientôt.